vous êtes sérieux là? Mais non, justement, en fait c'est écrit Boku no Pico, mais on va pas en parler. On va juste laisser tourner cette séquence pendant 15 minutes, c'est ça la blague. Il était sérieux. Bon, écoutez, qu'est-ce que veulent les gens pour un 1er avril? Ben, une vidéo sur Boku no Pico? Non, enfin peut-être, je sais pas, mais ils veulent être surpris, pas se reprendre dans la face le même troll depuis des années. Ok, prenez-moi ça, je m'occupe du reste. Si je vous dis Boku no Pico, bon bah forcément, ça vous dit quelque chose. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les 3/4 d'entre vous sont sur cette vidéo. Et pour les autres, vous vous êtes perdus. Et pas au meilleur endroit. Mais restez quand même et prenez vos aises. Et rien que pour vous, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'est Boku no Pico. La production du studio Natural Eye est réalisée par Katsuyoshi Atabe. Boku no Pico est une série de 3 OAV sortie entre septembre 2006 et octobre 2008. On y suit les aventures charnelles du jeune Pico à travers 3 rencontres, dont celle avec Tamotsu, Shiko et Koko. Gardez bien les noms en tête, ça vous sera utile. Il est tout de même important de noter que Katsuyoshi a aussi travaillé sur les épisodes de Hikaru no Go et du Gundam. Et comme quoi, si vous doutiez de son intégralité mentale, sachez qu'il peut faire autre chose que les bambins de 6 ans qui s'enfoncent des glaçons dans la nuit uniquement pour le quart de perdu, j'avais dit. Eh bien tout compte fait, je n'en suis pas si sûr. Je suis même presque persuadé que parmi ceux qui ne connaissent Boku no Pico que de nom, ceux qui n'ont regardé que le premier OAV par défi et les autres qui se sont enchaînés les 3 lors d'une soirée un peu trop arrosée entre amis, l'avantage c'est que normalement vous vous en souvenez plus. Et finalement, il n'y a pas grand monde qui sait vraiment de quoi ça parle. Heureusement, je suis là. Et on va donc se voir ensemble l'intégrale de Boku no Pico en restant presque et tout public pour que chacun d'entre vous quitte cette vidéo en sachant exactement ce qu'il contient. Et peut-être même juger si effectivement c'est si terrible que ça. Appelez donc cette vidéo une review, une analyse, une erreur ou une descente vers les abysses de l'internet. Quoi qu'il en soit, on se retrouve le 7 septembre. Le 7 septembre 2006 précisément. Bon alors en soi, ça commence pas si mal. Un petit plan sans prétention sur des pylônes électriques, accompagné d'un mélodieux chant de cigale. Si, ça commence mal. Vous savez cette histoire de bambin de 6 ans avec des glaçons? Et ben voilà, littéralement. Et bien évidemment, il n'y a qu'un seul bambin de 6 ans, puisque son partenaire a au moins la vingtaine. Quant au chant mélodieux des cigales... Et pour être sincère, je suis un peu mauvaise langue. L'animé a juste mal vieilli. Bon, même de base il avait mal vieilli, mais là encore plus. Et puis en soi, si la relation entre Pico et Tamotsu est bien fichue, ça peut encore passer. Et en parlant de passer, je vous ai épargné l'opening. Mis à part du vélo, de l'eau et des fesses sur un fond musical bon enfant et tout mignon, il n'y a pas grand chose. Une fois que le glaçon est rentré, on retrouve donc Tamotsu assis sur un banc, attendant que la longue vue de bord de mer se libère. Et il ne l'utilise finalement pas pour regarder les vagues paisibles s'écraser mollement contre les rochers, mais pour faire un gros zoom sur un couple discutant gaiement sur la plage. Sans doute se passionne-t-il pour les relations humaines. Les relations humaines, oui. Après avoir longuement observé le corps dévêtu d'un individu à l'âge a priori relativement bas, il perd ses moyens lorsque ce dernier se retourne et semble le fixer. Et pour en être quand même sûr, il remet une pièce dans la machine, mais pouf, disparu. Plus personne sur le caillou. Et là, transition petite maison de campagne, sur fond de cigale. On apprend en fait que c'est une auberge dans laquelle Tamotsu vient boire un coup et sans aucun doute y passer la nuit. Sauf qu'il y a un élément perturbateur qui risque bien de changer diamétralement sa soirée. Ce qui semble être la petite fille du gérant barbu sans yeux n'est autre que celle qui se baignait nue quelques instants plus tôt. Oh. Et forcément Tamotsu la reconnaît, et son grand-père précise tout de même qu'il s'agit de son petit-fils, qui se travestit donc, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Et sur incitation de ce même grand-père, Tamotsu et Pico décident de faire plus ample connaissance. Et vient alors une petite séquence remplie de tendresse et d'insouciance que je trouverais presque belle si elle n'enchaînait pas les plans bizarres toutes les 2 secondes. Et puis vient la phrase fatidique. Et Glace qui finit sur la banquette arrière de la voiture, après avoir fait une compilation on ne peut plus complète de symboliques toutes plus subtiles les unes que les autres. C'est un sarcasme.
Et c'est d'ailleurs là une scène très importante, puisque Tamotsu découvre avec surprise la véritable nature de son conjoint. Et oui, si t'avais écouté le barbu aveugle juste quelques heures plus tôt, t'en serais pas là. Mais finalement, il accepte cette différence et décide de franchir le pas. Quel beau message de tolérance. Enfin, c'est quand même à se demander s'il l'assume pleinement, puisque 3 minutes plus tard, il lui offre une jolie petite jupe et un survêtement tout rose. Du coup, Pico est pas trop chaud, alors qu'a priori se travestir lui pose pas de problème, mais il se résout finalement à enfiler tout ça, histoire de pas installer une sale ambiance. Et bon, c'est comme ça que je l'ai vu, après quand on lui dit qu'il est le plus beau de toutes les femmes, ça a quand même l'air de lui faire plutôt plaisir, donc Après, vous vous en doutez, c'est un peu moins racontable, et qui plus est avec un Pico qu'à moitié consentant. Ça commence à sentir le roussi. Mais au final, non, ça va. Tout se passe bien, et une fois la petite affaire finie, Pico pose la question qu'il ne fallait pas poser. Nemo-kun. 僕ってモックの何? Et là, ça va plus bien. Ne sachant pas trop quoi répondre, Tamotsu vexe Pico qui s'enfuit, nu dans l'ascenseur. Du coup, y a Machin qui culpabilise, il le cherche, il le trouve pas, il est tout malheureux. Et Pico décide de s'affirmer en se coupant les cheveux, le papy fume la pipe, et au final, ils se réconcilient en 3 phrases. On a le droit à un super plan métaphorique sur fond de pleine lune, et hop, happy end sur un gros plan de Pico déclarant tendrement son amour. Phew. Alors au final, que penser de ce premier OAV? Eh ben dans le fond, ça partait pas si mal, avec un vrai message de tolérance, une romance sincère et des tabous qui s'assument pleinement. Et puis il y a la forme. Si on passe le fait que c'est vraiment pas beau, que le rythme est mal géré, que les OST squintent particulièrement les tympans et que niveau subtilité, zéro quoi, eh ben c'est mauvais. Je sais pas quel était le constat de base et les intentions du studio, mais quel qu'il soit, c'est raté. Et bon, après le producteur l'ayant vendu comme le premier animé Shotacon, je me doute qu'il cherchait pas non plus à en faire un chef-d'œuvre méta et philosophique dans sa déviance. Oui, parce que le Shotacon, c'est quand l'histoire est basée sur l'attirance d'un individu mûr pour un jeune garçon. Et bien souvent, c'est pas que de la romance. Seulement voilà, que ce soit un échec ou non, toujours est-il que le projet était bien plus ambitieux qu'un simple OAV. Et paraîtrait même que le coût de production ait été particulièrement élevé. C'est à sérieusement se demander où est parti le budget. Et quoi qu'il en soit, il a aussi droit à son manga, ses clips musicaux, son jeu vidéo et ce qui nous intéresse, sa suite animée. Encore une fois, on va zapper l'opening. Vous remplacez le vélo par des rollers, l'eau par des costumes de chat, et vous avez le même que le premier. Sauf que cette fois-ci, gros changement, puisqu'il n'y a plus Tamotsu, et pas la moindre allusion aux expériences passées de Pico, qui n'a lui pas pris une ride. J'en ai déduit quand même que ça se passe après le premier OAV, parce que comme vous allez pouvoir le constater, Pico a gagné en expérience. Et puisqu'on ne change pas une recette qui marche, on commence avec un autre petit garçon qui nage nu dans une rivière, sur fond de cigales qui chantent. Il aperçoit donc Pico qu'il fixait assis sur un rocher et l'invite chez lui, faisant ainsi la rencontre de la grande sœur. Et tout se passe pour le mieux, ils jouent tous les deux nus dans la grange. Oui, car nous à la campagne, on aime courir nus dans la paille. Venez nous rejoindre. Ils font de la plongée et se retrouvent le soir dans le grenier que Chico considère comme sa base secrète. Et dans une base secrète, on y fait des choses secrètes. Des choses secrètes, oui, mais pas comme vous vous y attendez. Car Chico est pur, il ne connaît rien aux désirs sexuels. Contrairement à sa sœur, qui l'espionne chaque soir alors qu'elle s'adonne au plaisir solitaire. Mais il fait ça par curiosité, juste par curiosité. Et tandis que Pico, lui, il s'y connaît un peu plus et va donc lui enseigner son savoir, pendant beaucoup trop longtemps. Et alors que la demoiselle fait encore son affaire juste en bas. Et à partir de là, on va passer très rapidement sur le reste. Et puisque cet OAV est encore plus vide que le précédent. En gros, Pico et Chico s'amusent de la banane dans la corbeille, ils font du vélo, et y a même pas de roller. Jouent dans la grange avec une corde, la campagne, ça vous gagne. Jouent à cache-cache, se travestissent avec les vêtements de la sœur, et cerise sur le gâteau, s'amusent à leur nouveau jeu, pendant que cette dernière les espionne en cachette. Enfin... Et vraiment, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Là où on avait avec My Pico un semblant d'idée, ici il n'y a absolument aucun fond, aucune construction de la moindre petite trame scénaristique, rien, nada. C'est même totalement l'inverse, puisque ça mise uniquement sur ce qui se passe en dessous de la ceinture, avec plus aucune moralité. Heureusement, c'est pas fini.
Alors attention, cette fois-ci, ça commence fort. Et bon, pas pour l'opening, là vous connaissez le refrain, mais au-delà d'un petit instant romantique entre Pico et une jeune demoiselle, on a droit à un vrai aspect fantastique et une intrigue tout à fait mystérieuse. Alors que Pico cherche à retrouver Chico dans la ville de Tokyo, toutes les lumières s'éteignent, son portable n'indique plus de réseau, et devant ses yeux ébahis apparaît une jeune fille, debout sur un plongeoir, et qui se déshabille et plonge dans la piscine de manière réellement énigmatique. Et tout ce suspense est en plus accentué par un plan où elle marche sur différents fonds de la ville avec une aura fantomatique. Ouh là 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 là, mais qui est-elle? Et alors que Pico et Chico se sont retrouvés et jouent ensemble machine à pince, qui c'est qui vient les voir? Et c'est gagné, la fille très mystérieuse. Mais puisqu'elle a quand même l'air gentille, il lui propose un de leurs pins durement gagné, tandis qu'elle leur en vole 3 sans aucun remords, juste parce que oh là là, si vous m'en donnez qu'un, il risque de se sentir seul. Mais enfin bon, elle a beau être un peu mystérieuse, elle est quand même gentille, donc ça passe. Elle est même si gentille qu'elle les invite chez elle, dans une gare désinfectée. Mais pendant que nos deux gaillards profitent des lits et se disent que quand même c'est un peu bizarre, les lumières s'éteignent, puis se rallument. Je crois qu'à travers ça, ils essayent d'ajouter un peu de mystère. Mais Pico, n'arrivant pas à s'endormir, décide de faire un tour dans cet antre richement décoré, et surprend bien malgré lui son hôte en train de faire les choses. Et du coup, tout naturellement, il en profite, se fait surprendre à son tour, s'excuse, mais puisqu'elle joue franc jeu, elle lui dit que c'est pas grave, et que de toute façon, elle savait qu'il était là. Vraiment très sympathique. Et puisque ça serait dommage de s'arrêter là, ils continuent à deux, pendant que Chico dort d'un sommeil paisible. Et sauf qu'en fait la fille, eh ben c'était un garçon. Et bon, ça change pas grand chose, mais voilà, c'est quand même un garçon. La nuit passée, ils entreprennent une petite journée shopping, à commencer par les vêtements, et ça tombe bien parce que la salopette de Chico, c'était vraiment plus possible. Hop, encore un léger souci d'éclairage. Ensuite, ils blablatent, notamment de légendes, rumeurs et autres choses mystérieuses, telles que la 3e réincarnation de Coco. Oui. Il lui demande son numéro de téléphone, elle leur demande lequel, en argumentant que si elle n'avait qu'un seul portable, il se sentirait seul, et après un discours beaucoup trop long et hyper lourd sur les pensées métaphysiques de Coco Chanel, pouf, elle remet le couvert avec Pico, pendant que Chico s'amuse naïvement aux machines à pince. Et honnêtement, depuis le début, je crois que c'est la première fois que j'attendais autant une scène de fesses. Parce que vraiment Coco Pops, c'est plus possible non plus. Et autant dire que j'en ai eu pour mon compte, parce qu'à peine quelques secondes plus tard, qui c'est qui se lève en pleine nuit et voit Chico s'amuser un peu moins innocemment avec Chocotruc? Eh bien oui. Alors que Pico mène une double vie dans le dos de Chico, et voilà qu'il apprend avec terreur et effroi que c'est réciproque. Et comprenant qu'il les a surpris, Cocorico reconnaît son erreur et décide de partir et les laisser tous les deux pour ne pas enclencher de dispute. Mais quelle sympathie! Ça serait quand même bien mal les connaître que de penser pouvoir s'enfuir comme ça sans être poursuivi. Sauf que voilà, arrivé au repère, Pico et Chico n'y trouvent qu'une pièce vide avec 2 pins posés par terre. Étant quand même convaincu de la retrouver, ils courent vers la tour rouge, puis main dans la main, atteignent le sommet. Et effectivement, ils la retrouvent. Elle prononce alors ces quelques mots. Et les lumières s'éteignent sur un ultime baiser. Et bon, un petit peu plus. Alors là, je vous l'ai fait de manière un peu poétique, donc on pourrait penser que c'est pas si mal, ou au moins un peu plus intéressant que les 2 autres OAV. Eh ben non. Hormis le fait que cette pseudo-intrigue fantastique n'occupe qu'un tiers de l'épisode, ça reste quand même du Boku no Pico, elle n'a absolument rien d'intéressante. Le personnage de Coco Siffredi ne veut rien dire, les réactions de nos 3 compères ne sont pas cohérentes, et le seul élément éventuellement intelligent qui est celui de la jalousie a été traité n'importe comment. Et Boku no Pico est mauvais et raté à tous les niveaux. Ou plutôt, si je devais lui trouver le mot le plus approprié, je dirais qu'il est malsain. Que ce soit le découpage, les personnages ou chacune des intrigues, tout paraît dérangeant. Ah oui, et soi-disant que Pico est en fait un adolescent, non, vraiment. Et pourtant, en vue des quelques efforts de scénario qui ont été fournis, et le fait que l'amour soit quand même un élément central, je suis pas sûr que c'était parti pour être totalement immoral. Et toujours est-il que ça l'est, et quoi qu'on en dise, ce n'est ni une belle romance, ni un animé défendant la sexualité transgenre. Et c'est pas non plus le pire de ce qui a été fait, simplement un animé dont les moyens et le marketing ont permis une plus grande visibilité et qui en fait aujourd'hui un troll populaire. Ce qui explique le coffret à plus de 200 €.
Il faut quand même mettre une chose au clair, et Boku no Pico n'est en rien représentatif des hentai, des yaoi, ni même des shotakon. Et parmi ces trois catégories, il y en a des bons comme des mauvais, des tout aussi dérangeants mais mieux réussis, des vraies romances basées sur le tabou, et des milliers d'incestes pour la plupart sans grand intérêt. Il ne faut pas s'arrêter aux idées reçues des tentacules ou des fillettes de 14 ans, et s'il vous faut des titres à lire ou à regarder pour briser ces clichés, au nom de la science et de l'intellect, et je veux bien vous les fournir. Et puisque je suis prévoyant, je vous ai même fait une liste avec un petit top 3. Commandal, et je vous en prie. Ah, c'était ça le papier?